Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du travail au féminin. Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement... 7695. La racine carrée est 87,7. Bah oui, ça leur donne une certaine impression d'égalité avec l'homme, hein. Vous pouvez répéter un petit peu plus fort ce que vous venez de dire? Au travail, on a un patron, en général, c'est un garçon. D'ici 1970, le nombre des femmes ingénieurs, mathématiciennes, électroniciennes se sera multiplié. Oui, mais par combien ? Je m'appelle Léonard Pochon et afin de traiter de ce vaste sujet, j'ai décidé de tendre mon micro à Jeannette. Jeannette Chex a 94 ans et elle vit chez sa fille, dans une petite maison reculée au pied d'une montagne des Hautes-Alpes. C'est dans ce même coin qu'elle a d'abord été paysanne, puis qu'elle s'est occupée de sa mère et de son frère. Alors, faisons un petit retour en arrière pour écouter Jeannette. Bonjour Madame Chex, j'ai décidé de vous interviewer sur ce thème qui est le travail des femmes parce que vous êtes l'une des personnes, je suis désolé de vous le dire, les plus âgées que je connaisse et donc je pense que vous avez un point de vue assez global sur le travail des femmes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Il a été bien amélioré par rapport à ce que moi j'ai connu parce que c'était tout manuel et il fallait depuis le matin tôt allumer le poêle pour pouvoir se faire chauffer son café. Il n'y avait pas déjà de cafetière électrique, il fallait sans arrêt qu'on ait du bois dans la cuisinière pour alimenter et faire tout. Toute la cuisine se faisait comme ça, donc il fallait s'y prendre bien plus à l'avance. Et donc les femmes ne pouvaient pas travailler ? Non, mais les femmes, en principe, elles étaient à la maison. Les femmes n'allaient pas trop travailler en dehors, à part de faire le jardin, mais... On ne voyait pas de ma génération trop les femmes qui allaient travailler ailleurs. Et vous, quand vous aviez 20 ans, vous n'aviez pas envie de travailler ? Eh bien, bien sûr, mais moi, j'étais la dernière. J'ai été peut-être un peu plus gâtée, disons, que c'était ma sœur ou mes frères qui faisaient, puisque nous étions 4, et j'étais la dernière. Je suis née en 1927, donc j'ai toujours été un peu épargnée dans le travail. Je faisais ce qui était le plus facile. Non, mais je parle pas de tâches à la maison. Je veux dire, vous aviez pas envie de travailler hors justement de ce foyer familial ? Eh bien, non, ça n'existait pas. Non. On avait la vie communautaire et qui était beaucoup plus familière avec les voisins, Donc, on se rencontrait comme ça, que de la génération de ma fille, eh bien oui. De suite, après le bac, eh bien, il fallait... trouver un métier, faire des études un petit peu plus poussées. Que nous autres, là, il y a eu un gros écart. Nous autres, quand on terminait vers 14 ou 15 ans le brevet, il semblait qu'on avait déjà quelque chose. Vous avez connu tous ces combats ou pas qui ont permis à la femme, justement, parce que la femme, elle n'est pas sortie de son foyer toute seule ? Eh bien non, il y a eu une évolution. Après la guerre de 40, il y a eu un gros changement. Après, on a connu des misères parce que on a été envahi par les Allemands et autres. Il fallait faire beaucoup de sacrifices. Les gens n'étaient pas aisés. Et après la guerre, donc, cette période assez sinistre... Après, il y a eu le changement. Les gens sont allés travailler ailleurs et autres dans les familles. Et les femmes ont commencé à travailler. Oui. Et vous, à cette époque-là, vous étiez déjà trop âgée pour travailler Moi, voilà, mon papa était très usé parce qu'il était allé en Amérique quand il était jeune. Il était parti à 17 ans. Et il avait été prisonnier pendant 4 années, en 14. Et alors, il était usé. Et à 80 ans, c'était un gros vieillard. Et alors, il fallait, pour aider au papa, il fallait aider les parents. Ouais. Et alors, comme j'étais la dernière, ma sœur était mariée et j'ai été obligée de rester... là pour aider à faire le jardin, à faire la cuisine. Et puis, on a acheté frigo, on a acheté les machines à laver, les choses comme ça qui nous ont bien facilité après. Et du coup, il y avait moins de travail finalement domestique ? Oui, c'était moins manuel, mais enfin, il fallait quand même le programmer. Et puis, il y avait un peu aussi d'amélioration dans les intérieurs.
Avant, c'était plutôt mesquin. Vous donniez que le coup de balai. Après, il y a eu un peu de performance et on passait la pièce et autres. Que c'était des choses qu'on ne faisait que rarement de l'époque de nos parents. Donc à la fois, ces nouvelles technologies électroménagères, elles vous ont permis de moins vous fatiguer à laver des vêtements et à conserver des choses, mais en même temps, du coup, il fallait plus nettoyer, c'est ça? Et voilà, oui. Et alors après, je me suis mariée et j'ai pas été mariée longtemps. Mon mari était chauffeur à la SAMC, à Gap, dans une grosse entreprise qui existe toujours à Gap. Et à un passage à niveau, à la Ragne, Cécile n'avait pas un an. Il a été écrasé par une Micheline. Et il est mort sur le coup. Et alors, je suis restée à la maison. Voilà pourquoi j'ai toujours resté avec mon frère. Et maman m'a beaucoup aidée pour élever Cécile. Elle avait un an, elle ne marchait pas. Et ma maman m'a tellement aidée qu'après, je suis restée là, je l'ai soignée. Elle est décédée à 96 ans. Je l'ai aidée tout le temps. Et puis mon frère, elle m'avait recommandé mon frère puisqu'il était célibataire. Et chose que j'ai fait et que je ne regrette pas. Ah oui, vous avez quand même un peu été auxiliaire de vie finalement. Voilà, et oui, c'était... Ah oui, c'est ça. Comme quoi... C'était votre métier à vous. Voilà, oui. Et ça vous plaisait? Plaisir. On est là-dedans, on fait... On a beaucoup de foi, maintenant, est-ce lié à la foi? Je pense que ça aide. Si vous aviez 20 ans en 2020, vous avez une idée de ce qui vous aurait plu comme travail à faire? Oui, parce que moi j'aimais beaucoup les maths et quand je vois des émissions sur la comptabilité et autres, c'est une chose qui m'aurait bien plu. Vous auriez été une chercheuse? Oui, peut-être. Peut-être. Ah ça, je ne doute pas qu'elle aurait fait une super chercheuse, Madame Schex. Mais elle a été prise par son époque, par la socialisation, qui l'a poussée à s'occuper de sa famille et des gens autour d'elle, ce qui s'apparente au métier du Caire où se retrouve une majorité de femmes encore aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça dommage, moi. Mais je voulais m'assurer qu'elle serait tombée dans de bonnes mains si elle avait eu 20 ans en 2021. Et je suis donc allé trouver une femme qui aurait pu être sa collègue. Vous vous appelez Hilaria Mondello, vous êtes chercheuse à l'université Paris-Est Créteil, et je vous laisse expliquer votre domaine parce que je n'ai pas très bien compris. C'est la géométrie différentielle et l'analyse géométrique. Cela signifie utiliser des méthodes d'analyse pour étudier des objets géométriques dimension supérieure ou égale à 3. Pourquoi dans votre parcours vous vous êtes dirigé vers les mathématiques? Alors, les mathématiques, ça m'a toujours plu. Je m'amusais bien à résoudre des exercices déjà au collège, au lycée. Et ensuite, à un moment, j'ai lu un roman qui était conseillé par ma prof de lycée sur un chercheur en mathématiques qui passait sa vie à essayer de résoudre une conjecture. Il n'y arrivait pas, mais ça m'avait assez fascinée. Et je m'étais dit, voici quelque chose de très difficile que je n'arriverai jamais à faire. Et donc, ça a été un peu la fascination et un défi pour moi de commencer à l'université en mathématiques. Je voulais faire quelque chose qui me plaise, surtout. Je n'avais pas encore en tête une profession. Mais donc, j'ai commencé l'université en mathématiques et plus j'ai continué, plus ça me plaisait. Et j'aimais beaucoup la géométrie. Et donc, une chose s'est enchaînée après l'autre. Et je suis passée un master, puis un doctorat. Et puis, j'ai voulu passer les concours pour passer maître des conférences. Vous venez d'Italie, c'est ça, si j'ai bien lu votre cursus. Qu'est-ce qui vous a donné envie donc de venir en France? Alors, j'avais plusieurs passions en fait. J'aimais les mathématiques, mais j'aimais beaucoup les langues aussi. Donc, j'avais appris l'anglais et le français. Et je voulais aller quelque part où je puisse mieux apprendre ces langues et puis les utiliser. Je ne voulais pas les avoir apprises juste pour les avoir dans mon CV. Et j'aimais beaucoup la France aussi. J'étais venue des fois en vacances. J'étais venue à Paris, Côte d'Azur. Et ça me plaisait beaucoup. J'ai trouvé que les styles de vie, c'était pas si différent que ça de celui italien. Et ça m'attirait énormément. Donc j'avais envie de venir vivre en France. Donc les mathématiques, ça m'a aussi donné la possibilité de faire ça. Là, dans cette interview que je fais avec vous, je la fais parce que j'ai parlé avec une vieille dame qui avait 94 ans et qui m'a dit qu'elle aurait beaucoup aimé, elle, faire de la recherche en mathématiques. À l'époque, elle pouvait pas travailler, c'était inenvisageable. Mais vous, ça a été un frein ou pas, le fait d'être une femme dans ce domaine-là? Au lycée, je n'ai jamais ressenti que j'étais une fille et que donc j'aurais fait des moins bonnes maths que les autres.
à l'université, j'ai commencé à voir que c'est vrai que certains garçons ils se mettaient plus à l'avant que les filles, mais il y avait quand même une majorité des filles qui faisaient des maths dans mon année. J'ai commencé à voir un peu la différence, surtout aussi au doctorat. Parmi mes amis qui choisissaient de continuer les études après les masters, il y avait plus de garçons que des filles. J'ai vu les nombres des femmes diminuer de plus en plus que j'avançais dans les études et dans la carrière. J'ai commencé à remarquer certains commentaires des fois. Et je me suis retrouvée souvent être l'unique fille dans certains événements, de conférences. Donc on se sent un peu seule des fois. C'est un peu plus difficile de se projeter dans la carrière, dans l'avenir, dans ce qu'on voudrait faire, parce qu'il y a peu de modèles de femmes qui ont fait cette carrière. Après, j'ai de la chance. Dans mon laboratoire, il y a pas mal de femmes. Et c'est agréable. Et d'ailleurs, moi, je vous ai contacté grâce à une association qui s'appelle Femmes et Mathématiques, ce qui montre aussi peut-être qu'il y a une volonté de la part des femmes qui travaillent dans le domaine des mathématiques d'être plus représentées, c'est ça? Oui, on aimerait être plus, évidemment, parce qu'il y a sûrement plus des femmes qui pourraient être bonnes en mathématiques et qui peut-être ne les font pas parce que justement il n'y a pas de modèles ou parce que ça reste un peu ancré dans les idées que les mathématiques c'est quelque chose de très dur et l'idée des chercheurs c'est un homme un peu perdu dans ses pensées. Mais non, c'est aussi pour les femmes, il n'y a pas de raison pour lesquelles ça ne puisse pas être pour les femmes aussi. Parmi vos modèles, vous, féminins, il y en a eu ou c'était principalement des modèles masculins? J'ai eu surtout des professeurs, des hommes, qui m'ont fasciné beaucoup tout au long de mes études. Ensuite, pendant mon master, j'ai travaillé avec 2 femmes très brillantes. L'une à l'université de Milano Bicocca et l'autre au MIT. C'était la première femme professeure au MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Et elle était italienne, donc j'étais assez fière de travailler avec elle, qui était si brillante et qui était partie si loin pour faire des mathématiques et qui était aussi arrivée si loin. C'était des modèles de bonne humeur, de travail très concentré et très productif. Donc voilà, il y a eu elle et oui, après j'en rencontre d'autres. Et j'essaie de me regarder autour de moi, celles qui sont plus avancées, de me dire comment est-ce que je vais faire dans l'avenir, à qui est-ce que je pourrais m'inspirer. Et justement, vous, est-ce que vous avez d'autres ambitions dans votre carrière actuellement ou vous êtes arrivé à un stade où vous êtes satisfaite de ce que vous faites et vous ne voulez pas aller plus loin? Je veux toujours aller plus loin. Dans les mathématiques, une question elle est intéressante quand elle n'est pas facile à résoudre et quand elle mène à d'autres questions. Donc à chaque fois qu'on s'attaque en question et on écrit un article dessus, il reste des choses qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas réussi, ou bien des nouvelles questions qui s'ouvrent grâce à ce qu'on a fait. Donc il y a toujours de nouvelles choses à faire. Alors c'est très prenant et on n'aura jamais l'impression d'avoir fini et de devoir s'arrêter. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a moins de femmes dans ce domaine qu'est la recherche mathématique? C'est une question compliquée. Je pense qu'il y a des raisons qui viennent de comment la société a été organisée pendant des siècles, les rôles qui étaient attribués aux femmes pendant des siècles. Je pense que voilà, cette idée préconçue pour laquelle les mathématiques sont très dures, ça affecte à la fois les femmes et les garçons. Il y a aussi des raisons de la difficulté de la carrière académique, qui oblige justement à voyager, à ne pas avoir un travail stable pendant un certain temps. Et peut-être c'est différent de ne pas avoir un travail stable pour une femme ou pour un homme quand on a 27, 30 ans et qu'on se projette dans l'avenir. Donc il y a toutes ces raisons-là. Et ensuite, je pense que si les gens disent qu'il y a des différences entre les cerveaux des femmes et des hommes, c'est des bêtises. Et ça ne peut pas être une raison pour laquelle il y a moins de femmes. Les raisons sont surtout sociétales et culturelles. Et j'ai parlé donc à une dame très âgée. Je vous parle à vous qui êtes une jeune maître de conférence. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à une petite fille qui voudrait faire des mathématiques? De ne pas avoir peur des mathématiques. Ça peut être très satisfaisant, c'est très beau. Ça prend un peu de temps avant de voir que c'est beau. Il y a une certaine beauté à la fois dans la vérité, dans le sens que les mathématiques, quand on affirme quelque chose, c'est quelque chose qui doit être vrai. On ne peut pas affirmer des choses fausses. Et quand on affirme quelque chose,
ça doit avoir une valeur de vérité, on doit justifier les faits que ça a une valeur de vérité. Donc il y a une certaine beauté dans ça, mais aussi dans les raisonnements, dans les démonstrations. Et c'est vraiment un plaisir intellectuel de voir comment se déroule un raisonnement et comment, en partant d'une hypothèse, on peut arriver à une conclusion qui donne plus d'informations. Eh bien voilà, si jamais je dois faire un épisode 2, je n'ai plus qu'à aller chercher une petite fille qui veut se lancer dans le milieu, en espérant qu'il y en ait plein pour remplir encore davantage les bancs de ce milieu qui peut encore progresser vers la parité. Je tiens à remercier Madame Chex et Ilaria Mondello pour leur participation, ainsi que l'association Femmes et Mathématiques, grâce à qui j'ai pu contacter Madame Mondello, et plus précisément Colette Guillopé. Senti Giulio, non ci avete un po' di luce elettrica qua? Merci aussi à Giulio Folaco, qui a composé les jolies notes avec lesquelles je vous laisse maintenant.